Mardi 12 décembre 2023, il est 13h sur la télévision nationale. Bonjour à tous, voici le sommaire du journal. Kajok-Befou Itounou, un projet de cohésion sociale actionné à Parakou. L'initiative est de l'association catholique Relief Service en partenariat avec Caritas International. Elle est exécutée par Caritas Parakou. Les précisions à suivre dans ce journal. Fidèle à l'actualité du mois de décembre, le Desk Santé nous propose un dossier ce mardi et un petit rappel sur les symptômes, modes de transmission et la prise en charge du VIH-Sida. C'est à suivre également dans ce journal. Suivez aussi dans cette édition les grands moments du clap de fin du deuxième festival départemental de la lutte traditionnelle. La commune de Malanville est sacrée championne au terme des combats. À nouveau, bonjour et bienvenue à tous. Les chefs d'arrondissement du Bénin ont décidé de se mettre ensemble pour mieux se faire entendre. Ils l'ont fait savoir au détour d'un congrès constitutif ayant consacré la naissance de leur association dénommée ANACAB, Association nationale des chefs d'arrondissement du Bénin. Le premier bureau de ce nouveau creuset a été mis sur pied le week-end dernier à Dassa, suivant le compte-rendu des travaux avec Kadnel Kapbo et Pierre Tadin aussi. Emmanuel Azokpota, CA d'Avogbonan, dans la commune de Boïkon, est élu président de l'Association nationale des chefs d'arrondissement du Bénin à ce congrès constitutif. Sa mission, défendre les droits et devoirs de ses pairs chefs d'arrondissement du Bénin. À peine installé, le bureau s'engage déjà à aller au front. Pour moi, il ne s'agit pas d'un bureau composé de présidents, de vice-présidents et de secrétaires. Non, il s'agit d'une équipe. Nous allons travailler les mains dans les mains pour que les objectifs puissent être atteints. Notre premier défi, c'est d'accompagner la réforme en cours, la réforme au niveau de la décentralisation, pour que nous puissions quand même faire des propositions concrètes pour que ces réformes puissent aller de l'avant. Chacun de nous a essayé de se sacrifier. Dans notre comité, on n'a pas voulu faire trop chef pour dire, bon, il y a le président, il y a le secrétaire. On travaille vraiment ensemble. C'est pourquoi vous avez le résultat que nous tous, nous voyons. Et que la suite soit vraiment meilleure. Vous devez donc travailler à l'atteinte des objectifs de la décentralisation. Travailler à relever l'un des défis majeurs aujourd'hui. Défi sans quoi la décentralisation ne se porterait pas mieux dans notre pays. Il s'agit de la mobilisation des ressources. Quoi qu'on dise, si tout ce que vous faites ne concourt pas à une bonne mobilisation des ressources pour que les communes puissent vivre convenablement, ça veut dire que l'ANACAB sera une association de plus. Ce n'est pas ce que nous vous souhaitons. C'est un bureau qui va conduire les destinées de l'Association nationale des chefs d'arrondissement du Bénin. Une association qui rejoint ainsi l'univers des structures du secteur de la décentralisation au Bénin. Le monde agricole et agroalimentaire s'ouvre aux populations du Zou pour la 3e édition de la Journée nationale des jeunes agriculteurs du Bénin. C'est la commune d'Abomey qui a été choisie pour accueillir les manifestations officielles. Le thème retenu, quelle stratégie efficace pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes au Bénin? Les détails avec Pierre Tadin aussi. Adopter des comportements alimentaires plus sains et qualitatifs. Éveiller les consciences face aux défis et enjeux du monde agricole. Autant de raisons qui motivent la jeunesse à organiser ces journées afin de relever les défis liés au monde agricole. Il s'agira pour nous aujourd'hui de mettre en évidence l'état des différentes stratégies d'accompagnement de l'insertion et au maintien des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole, les analyser, leur apporter des propositions de solutions que nous, responsables à divers niveaux d'intervention pour la croissance et le développement du monde agricole, devons prendre en compte afin de donner à ce métier toute sa valeur, le rendre attrayant pour la couche juvénile d'aujourd'hui et à venir. Ces journées constituent donc des occasions d'échange et de partage d'expériences pour une meilleure réinsertion des jeunes. On est dans un secteur qui est très prometteur
Mais il ne l'est que ceux qui savent être patients. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le Fayao où je vais à la frontière acheter de l'essence pour 100 francs, je viens vendre à 125 francs. Le soir, je fais le compte, j'ai 25 francs empochés. Ce n'est pas ça pour le secteur de l'agriculture. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de pénalité et beaucoup de conviction. Mais dès qu'on le fait, on a le retour sur l'investissement. On ne peut pas dormir à côté d'une richesse et maintenant se lever pour dire qu'on est pauvre. Donc, je nous en prie, ne laissez aucun domaine de côté. Nous avons espoir en vous. La relève sera assurée et ce sera une relève de qualité. Ces journées offrent aux jeunes l'occasion d'apporter leur contribution dans la garantie d'une réelle sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. Les filières agricoles se modernisent au bénéfice des populations à la base. Le projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs, PADIAP en abrégé, est lancé le vendredi 8 décembre dernier à Parakou. Cérémonie présidée en personne par Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le point avec Alexis Sogba et Nestor Sella. De nouvelles perspectives s'ouvrent aux filières agricoles dans le pôle de développement agricole 4. C'est à travers le projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs PADIAP. Je salue cette initiative et me réjouis du choix porté sur le département du Borgou pour le lancement des activités de ce projet qui est en phase avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026 et les orientations nationales en lien avec l'amélioration des conditions de vie des populations et l'éradication de la pauvreté en milieu rural. La première composante, l'aménagement des espaces agricoles et pastoraux et équipement des acteurs de filière. La composante 2, appui conseil aux producteurs et aux transformateurs. La troisième composante, le renforcement institutionnel. Et la quatrième, la coordination et le suivi-évaluation. L'Agence française du développement et l'Union européenne accompagnent la politique du gouvernement dans la promotion agricole. Cet ambitieux projet a les moyens d'accompagner une dynamique déjà impulsée par le gouvernement pour moderniser et transformer le secteur agricole et répondre aux futurs enjeux de société qui se présentent au Bénin. Il s'agit bien là pour nous d'un ensemble d'appuis qui vise à renforcer la productivité de l'agriculture béninoise au service du bien-être des populations. Le comité de pilotage de projet a reçu des recommandations du ministre de tutelle avant de poursuivre en ces termes. Des autres projets frères qui sont ici, de pouvoir faire comme un syndicat de coordination de projets pour partager vos expériences les mieux réussies. Je voudrais simplement prier les maires de trouver maintenant la possibilité, comme vous avez pu venir ici ensemble, d'un mini-atelier de 2 jours d'internalisation pour partager complètement les procédures, pour que le projet puisse vraiment partir sur les chapeaux de roue. Le combat contre la pauvreté est un combat d'envergure. 24 milliards de francs CFA sont mobilisés au profit de 16 communes du Nord Bénin à travers le PADIAP pour une durée de 5 ans. Le Comité national de supervision chargé d'auditer avec les communes les opérations de lotissement, remembrement urbain proposées à l'annulation a rendu les rapports de ces travaux. Ces rapports qui mettent en exergue de graves cas d'irrégularité ont été examinés en Conseil des ministres le mercredi 6 décembre dernier. Dans le sujet qui suit, Rachida Biomoma, tout en livrant quelques résultats des 10 travaux, revient sur les raisons qui ont motivé le gouvernement à mettre sur pied des pôles d'experts pour voir plus clair dans les opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours au Bénin. Ces rapports viennent corroborer les graves cas d'irrégularité constatés dans les opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain. La preuve que le gouvernement et son chef Patrice Talon ont vu juste en mettant sur pied au cours du Conseil des ministres du 23 novembre 2023 des pôles d'experts chargés de revisiter les opérations de lotissement, remembrement devant faire l'objet d'annulation dans les communes. Il en ressort de nombreuses irrégularités sur le plan technique, dont les plus importantes sont relatives à des opérations de très grande superficie qui impactent des zones agricoles
et ne répondent à aucun enjeu d'urbanisation. Des opérations engagées par des associations d'intérêt foncier ou d'autres catégories d'acteurs au mépris des orientations, documents et règles de planification territoriale, de même que de gestion foncière. Des opérations enfin ayant connu des extensions aux proportions très élevées, dont ni les limites ni l'opportunité ne sont guère appréhendées. Les rapports enseignent aussi que de nombreuses opérations de lotissement ont englobé des zones humides non constructibles, entraînant l'installation dans des secteurs impropres à l'habitation. Des cas d'occupation anarchique, parfois même au péril du cadre de vie et du bien-être des populations. Il faut préciser que ce dossier des opérations de lotissement et remembrement urbain, le gouvernement le suit de près depuis 2020. Après plusieurs mois d'audit, il ressort que 810 dossiers ont été traités au lieu de 806 initialement retenus par le gouvernement. À l'analyse du compte-rendu du comité, le Conseil des ministres a décidé de la poursuite en vue de l'achèvement et la clôture des 175 nouvelles opérations, puis ordonné l'annulation de 635 autres opérations. Cette décision de l'équité relève d'une prise de responsabilité de l'État à remettre désormais les choses à l'endroit. Il sera élaboré dans tous les chefs-lieux de département, y compris toutes les zones de forte concentration humaine revêtant un certain intérêt, un plan directeur d'urbanisme, schéma directeur d'aménagement urbain devant réglementer l'opérationnalisation des lotissements remembrements. Cette option qui préserve le cadre de vie permet au gouvernement central de déployer son programme d'action sans accroc tout en sécurisant les propriétaires terriens et autres acquéreurs. Combien d'entreprises au total pourraient-elles se voir appliquer la nouvelle loi de finances dans les 12 prochains mois? Une seule opération permet d'avoir ces données. C'est le recensement général des entreprises RGE. Après les éditions de 1980 et 2008, l'Institut national de la statistique et de la démographie s'apprête à relancer l'opération. Et pour cette troisième édition du RGE, l'Instad veut inclure les acteurs de l'économie nationale qui passent la majeure partie de leur journée dans le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Elle a sensibilisé les usagers du marché d'Antokpa dans les locaux de la Sogema. Le Bénin est en train de réaliser son troisième recensement général des entreprises. L'opération est d'envergure nationale. Elle concerne toutes les entreprises formelles et informelles exerçant au Bénin. Le marché d'Antokpa est depuis des décennies l'un des lieux qui regorge de plusieurs établissements d'affaires. Il est donc important de connaître qui en sont les propriétaires et ce qu'ils y commercialisent. La séance de ce vendredi 8 décembre marque un premier pas avant la descente des agents de l'Institut national de la statistique et de la démographie, Instad. Le message est de leur dire de se faire recenser. Faites recenser votre entreprise pour contribuer au développement de votre pays. L'objectif est de mettre à jour les données du Bénin. Pour cette séance, ce sont les responsables de secteur du marché qui sont sensibilisés. Ces responsables iront relayer l'information pour que tout le monde puisse être enregistré. Nous avons profité de l'occasion pour sensibiliser les usagers sur les risques éventuels d'escroquerie qui peuvent survenir pendant l'opération. Donc pour éviter cela, nous avons profité pour les sensibiliser et leur donner le numéro vert de la Sogema qui est le 55 06 12 12. Le troisième recensement général des entreprises n'est pas à but fiscal, rassure l'Institut national de la statistique et de la démographie. Il invite les usagers à réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs. Nous sommes en décembre et en décembre, le VIH est toujours au centre des attentions. Un petit rappel sur les symptômes, modes de transmission et la prise en charge du mal s'impose donc. Et comme pour rappeler aux uns et aux autres que le fléau existe encore. Zoom sur le virus de l'immunodéficience humaine avec Génial Afouda Moussiabouka. Le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, est une infection virale qui détruit progressivement le système immunitaire de l'organisme.
Deux grands modes de transmission caractérisent ce virus. Il y a la transmission horizontale et qui va se traduire par la contamination par la voie sanguine. Et la voie sanguine, ça voudra dire les sujets qui manipulent les seringues comme les toxicomanes qui vont s'injecter des substances et qui se partagent donc la seringue. Quelqu'un qui reçoit une transfusion sanguine peut aussi contracter cette maladie. Il y a la transmission par la voie sexuelle. Ensuite, il y a le mode de transmission par voie verticale qui là est la transmission qui passe de la mère à l'enfant. Donc cette transmission peut se faire pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou même pendant l'allaitement. Les symptômes de l'infection par le VIH évoluent selon le stade de la maladie. Dans les premières semaines, la personne infectée peut rester asymptomatique ou développer les symptômes d'une phase appelée primo-infection. Pour ceux qui sont symptomatiques, ça va se traduire par une fièvre inexpliquée, une fièvre prolongée pour laquelle on ne trouve aucun diagnostic. Ou soit le patient peut développer ce que nous appelons des adénopathies, plusieurs adénopathies qui seront généralisées. C'est comme de petites boules qui sortent au niveau des aisselles, au niveau peut-être du cou, au niveau inguinal. Donc il peut développer des adénopathies. Et parfois il peut développer même une angine ou un syndrome grippal. Ensuite, la phase où nous avons plus de symptômes, c'est la phase sida. C'est un patient qui va développer en fait un amaigrissement assez important. Donc quelqu'un qui perd plus de 10% de son poids initial, ou quelqu'un qui fait une diarrhée chronique, donc quelqu'un qui fait une diarrhée qui évolue depuis plus de 3 semaines et dont on n'a toujours pas pu trouver la cause, ou quelqu'un qui va développer des infections, des infections à répétition, tout le temps il est malade, on fait le bilan, et donc voilà, on peut détecter à cette étape-là. Ou encore quelqu'un qui développe des infections cutanées, des prurigo, des dermatoses et autres. Au-delà du suivi médical, une prise en charge pluridimensionnelle s'avère nécessaire pour un bon suivi du patient. Nous avons la prise en charge médicamenteuse. Ensuite, nous avons la prise en charge sur le plan psychosocial. C'est des patients qui nécessitent une prise en charge sur le plan psychique. Donc, nous avons un psychologue qui va aussi les entretenir sur la maladie. Et sur le plan social, on va aussi aider à l'insertion de ce genre de patients. Et les gens stigmatisent ceux qui ont ces affections. Donc, généralement, il faut aussi faire un travail sur le volet social. Donc, il y a aussi ça. Ensuite, il y a la prise en charge également nutritionnelle. Le diagnostic de l'infection par le VIH est posé par un examen sanguin. Le traitement comportant au moins 3 médicaments antirétroviraux différents est aujourd'hui devenu la norme pour toutes les personnes nouvellement diagnostiquées séropositives au VIH. Le traitement trithérapie empêche le VIH de se multiplier et peut faire disparaître le virus dans le sang. Il permet ainsi au système immunitaire du patient de récupérer, de vaincre les infections et d'éviter le développement du sida et d'autres effets à long terme de l'infection à VIH. Quelques membres du Haut Conseil des rois du Bénin étaient au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Avec Dorothée Sosa, ils ont discuté entre autres du rôle et de la mission des rois et chefs traditionnels relativement à la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle au Bénin. Écoutons le secrétaire général du Haut Conseil à la sortie de l'audience. Après la reconnaissance officielle par la Constitution, il faut des actes, des textes d'application, soit des lois, soit des décrets d'application, qu'on puisse savoir quel est le rôle, quelle est la mission, qu'est-ce qu'un roi doit faire, qu'est-ce qu'un roi ne doit pas faire. Donc nous avons discuté avec le président de ce volet, de nous aider à que ces textes d'application soient pris pour le meilleur devenir de la chefferie traditionnelle dans le pays. Nous allons également parler de nos différents sommets que nous tenons annuellement. Et nous avons sollicité son appui. Ça fait plaisir qu'il a accepté tout ce que nous avons posé. Nous avons mis comme doléance sur sa table.
il a dit qu'il prendra son bateau de pèlerin pour pouvoir essayer ce qu'il peut pour qu'on puisse obtenir les textes d'application, par exemple, et nous aider dans ce sens. La Catholic Relief Service, association humanitaire de l'Église catholique, membre de Caritas International, conduit au Bénin le projet de cohésion sociale Kajogbe Fun-Itounou. Le dit projet est officiellement lancé à Parakou la semaine dernière. Ronald Robinson pour plus de détails. Le projet Kajogbe Fun-Itounou, qui veut dire en langue nago, vivons et travaillons pour la paix, est un projet de cohésion sociale visant la consolidation de la paix et la prévention des conflits politiques et communautaires. Zone d'intervention, Banté et Savet dans les collines et Parakou et Tchaourou dans le Borgou. Madame la représentante pays de CRS, je voudrais vous rassurer de l'engagement de mon collègue préfet des collines, des maires des communes bénéficiaires et moi-même à accompagner la mise en œuvre du projet pour qu'il impacte véritablement les bénéficiaires. La mise en œuvre du dit projet avait démarré en mars 2023 et fait déjà rêver. Tout le conseil communal de Savet a été déjà formé sur la prévention et gestion des conflits. Des conseillers communaux qui ne se parlaient pas, pendant les 3 jours de formation, sont restés ensemble pour manger, pour rire, et ils ont pris l'engagement de tourner la page et de mieux travailler pour la cohésion sociale, parce que c'est la seule raison d'être. J'ai eu l'occasion de voir avec les collègues ces progrès dans les localités de Karo, Niki-Pérou, Sanson et dans le quartier de Yarakene, ici à Parakou. J'ai été très impressionné par l'engagement des notables, des hommes et des femmes déterminés. Au Bénin, depuis 1958, le Catholic Relief Service, qui intervient dans la lutte contre le paludisme, l'éducation, la microfinance inclusive et la justice, pilote ce projet financé par le peuple américain. On évolue à 1091 le nombre d'acteurs et d'autorités déjà soutenus et qui se sont engagés dans les activités de consolidation de la paix. D'un financement total de 620 millions de francs CFA, ce projet, conduit par le CRS et les équipes de Caritas, de Parakou et de Dassa, a le plein soutien des autorités. Je ne doute pas un instant que chacun de nous, chaque partie prenante va se mobiliser comme cela se doit dans l'atteinte des objectifs. Le projet s'achève en février 2025 et ambitionne impacter près de 34 000 participants, dont plus de 6 700 bénéficiaires directs. Sortie officielle d'environ 150 auditeurs en master à l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de la FASEG de l'Université de Parakou. Et cette deuxième édition de sortie et de remise d'attestation est parrainée par le ministre d'État de l'économie et des finances en charge de la coopération, Rumia Douadaï. La cérémonie a eu lieu à l'Amphi 1000 du campus. Le point avec Ekilou Gounousero et Olviga Messan. Remise d'attestation de fin de formation. Lettre de félicitations au major de la promotion 2023, Rumia Douadaï. Une cérémonie qui marque la fin de la formation de ses auditeurs en master professionnel de l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de la FASEG de l'Université de Parakou. Cette deuxième promotion a conduit au choix du ministre d'État parce que nous sommes à l'ère du renouveau dans l'économie. Et pour rester dans l'ère du renouveau de l'économie, avec les nouvelles évolutions, vous et moi, nous avons choisi le ministre d'État. 2 ans ont permis aux récipiendaires de suivre une formation approfondie en économie et en gestion afin de mieux servir l'administration béninoise et autres structures. Pour nous, la formation académique n'est qu'une introduction à la vie professionnelle. Ce que nous souhaitons, c'est que les enseignements que vous avez reçus puissent servir. Chaque expérience à la FASEG UP a enrichi notre connaissance du monde et nous sommes maintenant prêts à entreprendre de nouveaux défis avec détermination et compétence.
La représentante du parrain apprécie à juste titre le travail abattu par les enseignants pour la qualité de la formation donnée aux auditeurs. Félicitations à vous au nom du ministre de l'Économie, des Finances, ministre d'État chargé de la coopération. L'une des priorités du président Patrice Talon est l'excellence, la formation professionnelle, le développement des métiers en milieu scolaire et universitaire. Dans ce cadre, l'Université de Parakou en général et l'Université de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion se positionnent en bonne place ces dernières années. Nous vous encourageons à poursuivre dans ce sens pour le rayonnement du système éducatif de notre commun pays. Au total, c'est plus de 150 auditeurs en master professionnel en sciences économiques et de gestion que l'Université de Parakou vient de mettre sur le marché de l'emploi dans plusieurs secteurs de l'économie béninoise. Dans la Liborie, le deuxième festival départemental de la lutte traditionnelle s'est achevé avec le sacre sans surprise de Malanville. Au thème des combats, les lutteurs de Malanville ont tout raflé dans le tableau masculin au grand désespoir des challengers venus des 5 autres communes du département. Rachid Zakari plie le combat le plus indécis pour donner plus de saveur au sacre de Malanville. Opposé au surprenant lutteur Warissou de Karimama chez les 76 kilos, le chouchou de la reine fétiche du sens giratoire finit par faire recours à une technique fatale à son adversaire, le croche-pied. J'ai fait effort en partant pour gagner ma coupe. J'ai essayé. En essai là, je trouve pour le tracé. Technique de la lutte, c'est mon travail. Le soir, je fais ça à la maison avec mon grand frère. Toujours c'est ça qu'on fait. Je suis dedans toujours. Je ne dois pas. Je veux continuer pour faire entraînement à la maison. Domination sans partage de Malanville dans le tableau masculin. Antarou Adamou sort Mohamed Abdoulaye de Kandi dans le choc des gladiateurs dans la catégorie des 86 kilos. Le duel des 66 kilos tourne en faveur de Baki Isiaka. Son adversaire de Karimama, Fadil Mbou, paye ici cher sa naïveté. Le meilleur a gagné. Et même celui qui n'a pas gagné, c'est que ça va lui donner encore le courage de s'organiser, de faire plus d'efforts pour que prochainement, il soit donc le vainqueur. La Liborie constitue aujourd'hui un grenier de lutteurs traditionnels. Parce que de temps en temps, que ce soit dans l'Atlantique, dans l'Ouémé, un peu partout, lorsqu'il y a des compétitions, c'est dans la Liborie qu'on vient puiser. Ne serait-ce que pour ça, ma fierté est double. C'est un jeu qui permet de créer donc la cohésion sociale, de faire en sorte que nous puissions donc accompagner les populations pour qu'il y ait plus d'harmonie. Grande innovation du deuxième festival départemental de la lutte traditionnelle, le baptême de feu des filles dans la compétition. Cette édition, nous avons intégré maintenant les filles et nous avons senti l'endurance et la confirmation de soi au niveau de ces jeunes filles. Nous allons améliorer la qualité technique de nos lutteurs pour que nous puissions avoir de bons produits au niveau national qu'au niveau international. L'Albouri veut créer un label de lutteurs. L'autre chantier de la direction départementale des sports, l'initiation des festivaliers à la lutte gréco-romaine afin de semer sur le sol béni de l'Albouri des graines olympiques. La compilation de l'interactualité pour finir, c'est avec FIFA Meata Dediokunde. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest se réunissent à Abuja pour discuter d'une région en proie à une crise. Nous sommes confrontés aux défis de la consolidation démocratique, aux difficultés économiques, au changement climatique et à l'insécurité alimentaire, entre autres, a déclaré Bola Tinubu, président de l'autorité des chefs d'État de la CEDEAO et président du Nigeria lors de l'ouverture du sommet.
Après des mois de rebondissement, un projet de loi sur l'immigration en France très controversé, emblématique des difficultés d'un gouvernement sans majorité absolue, arrive à l'Assemblée, mais il est immédiatement menacé par une motion de rejet qui pourrait interrompre son examen dès lundi. Le ministre de l'Intérieur, qui s'est fortement engagé sur ce projet de loi, va défendre ce texte visant, selon sa formule, à faciliter l'expulsion de ceux qui se comportent mal et l'intégration de ceux qui se comportent bien. Mais dans la foulée, le projet de loi va être soumis à un premier crash test, le vote d'une motion de rejet préalable déposée par les écologistes. Le ministre britannique de la Défense annonce un nouveau soutien maritime à l'Ukraine lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre norvégien de la Défense et le chef de la marine ukrainienne. Cette décision intervient alors que le Royaume-Uni et la Norvège lancent une nouvelle initiative de défense destinée à renforcer la capacité maritime de l'Ukraine. C'est tout pour ce 13h. Merci à tous pour votre aimable attention.